Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou un petit commentaire pour me dire que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Voilà, j'ai déjà des petits cœurs, merci beaucoup. Alors, ce soir, on va pas parler d'éducation. Toutes les 2 semaines sur le compte, j'ai décidé de parler d'autres thématiques, notamment le développement personnel, le bien-être et également le développement d'un business. Pourquoi? Parce que déjà ce sont des sujets qui me passionnent. Bonsoir et merci pour vos messages. Ce sont des sujets qui me passionnent. Moi j'adore, je trouve que la connaissance de soi elle est super importante. Voilà, je vous mets mon petit globe à côté, puis surtout ma petite devise Follow Your Dreams. Et du coup, voilà, je vais commencer à aborder ces sujets-là plus régulièrement sur le compte. Ce soir, j'ai décidé d'aborder un thème qui s'appelle « Comment avancer dans la vie quand on a des angoisses ». C'est un thème qui est important pour moi. Bon, j'ai pas d'angoisse, j'ai de la chance. Je suis pas du tout quelqu'un comme ça. Je suis l'opposé de ça. Ça n'a rien de prodigieux, c'est juste que je ne suis pas prédisposée aux angoisses, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais d'ailleurs pas s'il y a des profils qui le sont ou pas. C'est pour ça que on va être accompagné de quelqu'un qui va nous éclairer sur la question. Et le sujet des angoisses, je trouve que c'est super important parce que on vit dans des atmosphères qui sont un peu anxiogènes en fait. Et je pense que ça fait naître des angoisses chez certaines personnes. Et quand on a des angoisses, c'est difficile d'avancer dans la vie. Donc j'avais envie de vous apporter un éclairage. Je vais pas le faire toute seule. Je vais pas le faire toute seule, cet éclairage. J'ai invité Ilana Wasserstein, qui est psychologue clinicienne, qui devrait nous rejoindre dans pas trop longtemps. Je ne sais pas si elle est là. Je crois pas encore. Hop. Inviter, voilà, je vais essayer de faire ça. Inviter Ilana. Et comme ça, quelque chose de plus, comment dire, avec plus de détails au niveau du psychologique, du médical, on va dire même, parce que moi je ne suis pas du tout compétente en la matière. Donc voilà, alors voilà, Ilana vient d'arriver, magnifique, super, c'est génial. Et pourquoi je ne te vois pas? Alors, tu ne me vois pas, je ne sais pas pourquoi. Là, tu es direct. Voilà. Voilà. On te voit, mais alors par contre, on te voit à l'horizontale. Si tu peux tourner ta caméra, peut-être. Voilà, parfait. La brune et la blonde et la brune réunies. Bonsoir Ilana, comment vas-tu? Bah écoute, ça va plutôt bien. Ouais, ça me fait super plaisir de te voir. Un dimanche soir, je ne sais plus quelle journée en fait. Attends, je règle la caméra parce que je suis un peu... Vas-y, vas-y. C'est mieux comme ça. Écoute, j'étais en train de faire la petite intro pour j'expliquais aux gens qui nous regardent que moi, je suis à la base coach parental, j'ai un compte d'éducation, mais j'aime aborder d'autres sujets parce que ça me passionne. Le bien-être, le développement personnel, je trouve que ce sont des sujets super importants, la connaissance de soi pour avancer dans la vie. Voilà. Et donc, on a choisi le sujet des angoisses parce que on se rend compte aussi qu'en ce moment, on a des atmosphères un peu angoissantes, hein, qu'il y a des personnes qui sont peut-être plus sujets ou pas. Et c'est difficile d'avancer dans la vie quand on a des angoisses. Donc, tu vas nous donner ton éclairage. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Ilana? J'ai juste dit que tu étais psychologue clinicienne. Je te laisse te présenter. Bonsoir à tous, je suis Ilana, donc voilà, effectivement, je suis psychologue et en même temps, je crois que dans ma vie, j'aurais pu avoir 10 vies parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je suis à la fois psychologue et en même temps, je suis une hypersensible passionnée. Et comme le dirait Déborah, nous sommes des multipotentiels. Donc, depuis 20 ans à peu près que je suis psychologue, je me suis intéressée à beaucoup de choses et j'ai considéré que
le bien-être pouvait être illimité et qu'il n'y avait pas de fatalité, justement. Il n'y a pas une fatalité à aller mal, et même si on a hérité d'un point de vue génétique de tout un tas de choses et de multiples traumatismes, on peut quand même réussir à s'en sortir super bien. Et puis, il y a toutes les expériences, les connaissances du cerveau qui nous permettent justement de rester à cœur de notre vie. Donc voilà, ça fait 20 ans que je me forme pour offrir à mes patients des outils d'excellence et pour rester moi-même à la page. Et à chaque fois, je me découvre un nouvel outil. Et c'est ce qui permet de me rester j'ai envie de vous dire, alerte. Voilà. Et, et pas de m'endormir, parce que 20 ans à pratiquer toujours la même activité, au bout d'un moment, on pourrait risquer de s'en lasser, alors que là, en fait, c'est une nouvelle aventure à chaque fois. Alors, merci pour ta présentation. Alors, on me dit qu'il y a un écho chez toi, Ilana. Je ne sais pas si tu utilises un pod ou quelque chose dans tes oreilles. Non, tu n'as rien. Tu veux que j'en mette pour voir? J'essaye. Essaye. Merci pour ta présentation. C'est vrai que qu'on a besoin de renouveau dans tous les domaines. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est de se dire que il y a. Est-ce que c'est mieux là? Ah, j'ai l'impression que c'est mieux là. Ouais, c'est super. Il n'y a plus d'écho. Ok, d'accord. Ce que tu disais, en fait, c'est ce qu'on appelle la résilience, hein. C'est le fait d'avoir des étapes dans sa vie et d'arriver à les surmonter pour en faire une force. Exactement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, moi, tu sais que je suis très intuitive, mais je ne suis pas du tout dans la sphère psychologique, médicale. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est qu'une angoisse? Alors, aujourd'hui, on considère l'angoisse comme un trouble anxieux. Et on va avoir différentes formes de troubles anxieux. Dans les troubles anxieux, on a ce qu'on appelle les crises de panique, c'est-à-dire un trouble qui est intense, mais qui est très court dans le temps. On a l'anxiété généralisée qui est beaucoup plus dense, c'est-à-dire un symptôme qui est beaucoup plus léger, mais qui est plus chronique et qui est plus long dans le temps. Et on va aussi avoir tout ce qui est de l'ordre des phobies. Voilà. Et tous ces troubles anxieux, finalement, sont pour moi une manière de notre inconscient de nous dire attention, toc, 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 je viens te signifier qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie et donc il faut que tu agisses, il faut que tu fasses quelque chose. Et si vous prêtez attention, vous verrez que moi j'ai toujours un petit écho, hein. Je ne sais pas si vous l'avez, mais moi j'ai un petit genre de blablabla comme ça quand je parle. Non, bon, vous l'avez pas. Bon. Non, on est bien. Et donc, voilà, notre inconscient, en fait, à longueur de temps, il nous prévient, il nous parle. Donc, si on commence à écouter ces petits signes, ça évite de développer des symptômes beaucoup plus importants. D'accord. Et ça nous permet justement de pouvoir très rapidement, voilà, se repérer, retourner sur les rails, éviter le sabotage, etc., etc. Voilà, donc on va rentrer un peu plus après, si vous voulez, dans les différents troubles anxieux. Est-ce que ça veut dire que si on arrive à détecter rapidement l'anxiété et qu'on agit tout de suite, on peut, entre guillemets, la stopper? Carrément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les outils de développement personnel sont tellement énormes. Il y a une multitude, et c'est ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui, c'est que vous arriviez à définir quels sont vos troubles anxieux. On en a tous, rassurez-vous, mais pas de la même manière. Donc, ça serait intéressant que vous arriviez à identifier quels sont les vôtres pour pouvoir ensuite trouver les outils qui vont vous permettre, je dirais pas d'enrayer complètement, mais peut-être d'apprivoiser ou d'atténuer. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce qu'avant que tu rentres dans le live, j'étais en train de dire que moi, personnellement, je n'avais pas l'impression d'avoir d'angoisse. Mais là, tu es en train de dire qu'on en a tous, en fait. Je suis en train de dire, par exemple, qu'elle se manifeste peut-être moins fortement chez moi, au point que je n'arrive pas à savoir que j'en ai. Très intéressant. En fait, est-ce qu'on est dans le déni? Est-ce qu'on occulte? Ou est-ce que finalement, on n'en prend pas conscience parce que c'est une forme d'excitation et que cette excitation, on n'a pas l'impression que c'est de l'angoisse? Intéressant. En fait, un outil qui s'appelle l'Ennéagramme, qui est un outil à la fois spirituel, qui a été étudié par les trois grandes religions, nous permet de voir qu'en fait, alors c'est un très très vieil outil, donc j'utilise beaucoup en thérapie et surtout pour vraiment bien comprendre les gens, notre part de lumière et notre part d'ombre. On fera peut-être un jour un live sur ce sujet si ça vous intéresse. J'adore l'Ennéagramme, c'est passionnant.
Et en fait, grâce à l'énéagramme, c'est vraiment l'outil qui m'a permis de mieux me comprendre, de savoir qui j'étais et comment je fonctionnais, malgré que pendant des années, pour autant, j'avais déjà travaillé sur moi et que j'avais déjà, et bien sûr que j'étais déjà psychologue. Alors, l'énéagramme nous dit qu'en fait, il y a 3 tempéraments. Il y a un tempérament anxieux, il y a un tempérament, donc qui dit anxieux dit la peur. C'est la Ok. peur qui nous nourrit, c'est notre énergie motrice. Un deuxième tempérament, c'est la colère. Et le troisième, c'est la mélancolie, donc la tristesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun d'entre nous, même quand nous allons bien, nous avons une énergie motrice qui nous fait avancer. C'est-à-dire que pour les gens qui sont anxieux, par exemple, eh bien, ça peut être l'injustice, par exemple. Pareil pour la colère ou pour la tristesse, mais ça pourrait être, à un moment donné, de vivre une forme d'injustice et tout d'un coup, eh bien, ça les fait réagir, ça les booste, cette peur. Par exemple, voilà, avoir peur de quelque chose, ça nous permet d'être en hypervigilance et de faire attention. Alors que finalement, quand on va bien, on est cool, on se repose. C'est pas quand on est super serein, tranquille, détendu que on va commencer à travailler sur nous. Au contraire, à ce moment-là, on lâche prise. Moi, je pensais que l'angoisse, c'était la manifestation de la peur, tu vois. Donc, en fait, je comprends qu'il y a différentes formes de manifestation en fonction des gens, certainement notre personnalité, qui va réveiller nos espèces de peurs les plus intimes, en fait. Et oui, parce qu'en fait, il y a des peurs, il y a les peurs réelles. Tu vois, par exemple, je traverse la rue et là, j'ai peur d'un chien. C'est une peur réelle parce que c'est une perception d'un objet qui est en face de moi. Ou il y a la peur imaginaire et c'est souvent celle-là qui nous perturbe, en fait. C'est la peur parce qu'on anticipe quelque chose qui n'existe pas. On est dans une anticipation négative. Et c'est là, justement, où ça devient un poison, en fait. Parce que comme on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, que ma pensée, en fait, ce que je cultive, ce que je récolte ce que je cultive. Donc, si je sème des pensées négatives ou des pensées d'angoisse ou d'anticipation, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ça va avoir des répercussions sur mes émotions et sur mes comportements. Or, on sait très très bien que j'anticipe de manière positive, en me disant ça va super bien se passer. Il y a des chances que ça ne se passe pas aussi bien que je l'avais prévu. Du coup, je vais être déçue. Mais si j'anticipe de manière négative, mon cerveau, lui, comme il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, il croit que c'est du réel. Donc, il m'y amène. Donc, dans les deux cas, que j'anticipe de manière positive ou que je l'anticipe de manière négative, ça me fait sécréter du cortisol, l'hormone du stress. Alors, très intéressant. Maintenant, j'aimerais que tu nous dises s'il y a des façons, puisque c'est l'objet du live, d'avancer même si on est angoissé. Peut-être sur le court terme hein, déjà, parce que je pense que quand on se fixe des objectifs trop ambitieux, des fois ça peut nous déstabiliser, on se dit qu'on n'y arrivera pas. Est-ce que, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui ont raisonné quand j'ai fait la description du live, qui m'ont dit c'est exactement, tu décris exactement ce que je ressens. J'avais parlé de se construire dans une famille où il y a où c'est assez chaotique au niveau psychologique. J'avais parlé de gens qui doutent en permanence, etc. Comment on fait pour avancer dans la vie quand on a l'impression d'être comme ça, arrêté dans le temps? Ok, je sais plus quoi faire là, je peux plus avancer. En fait, le doute, c'est un poison incroyable. À partir du moment où vous doutez, c'est comme si vous étiez dans une Ferrari et au lieu d'appuyer sur l'accélérateur, vous êtes en train d'appuyer sur le frein. Donc déjà, il faut que vous arriviez à faire la différence d'où provient cette peur. Est-ce que finalement, il ne se passe rien de manière générale dans votre vie qui sous-entend qu'il y a une peur, là, tout d'un coup, et puis tout d'un coup, vous ressentez comme une forme d'anxiété généralisée, alors que pour autant, il ne se passe rien? Ou est-ce que c'est une peur parce qu'il y a un événement qui arrive, un entretien d'embauche, un concours, voilà. Déjà, ça va forcément avoir une répercussion différente en fonction s'il y a un événement ou s'il n'y a pas d'événement. Alors, on va le dire comme ça. Il y a les 4 hormones du bonheur. Je ne sais pas si vous les connaissez. On a sérotonine, dopamine, endorphine, ocytocine. Ce sont les 4 hormones du bonheur. On va dire que c'est la douche chaude, ok? Et de l'autre côté, on a le cortisol, c'est la douche froide. Qu'est-ce que tu fais, Déborah, si tu as pris des bains, tu as fait toutes des vaisselles et que en fait, tu ouvres ton robinet et qu'il n'y a plus d'eau chaude? Alors,
Déjà, la vaisselle à l'eau froide, c'est déjà plus agréable que le bain à l'eau froide. Et ben écoute, je pars. Je pars. Je suis. Tu fuis, d'accord. Donc, si tu voudrais avoir éventuellement encore de l'eau chaude, comment tu fais? Donc, il n'y a plus d'eau chaude. Je veux encore de l'eau chaude. Alors là, je ne sais pas. Je vais remuer dans tous les sens, peut-être, pour avoir de l'eau Est-ce que chaude. tu peux faire un joli câlin à ton ballon d'eau chaude pour le motiver? Ah, peut-être. Écoute, faut essayer. Alors, les temps sont durs avec l'énergie en ce moment, mais on peut essayer. Voilà, en fait, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que parfois, on a juste vidé la réserve. On a vidé la réserve des hormones du bonheur. Et donc, comme dans notre corps, on peut pas être à la fois joyeuse et triste, on peut pas être à la fois calme et en colère, eh bien, on peut pas Mhm. avoir l'eau chaude et l'eau froide. C'est ou l'eau chaude ou l'eau froide. Donc, D'accord. dans une journée, vous avez, ça c'est la vitalité, ok, d'une journée. Vous avez toute une bouteille de réserve d'hormones du bonheur pour toute la journée. À Ok. chaque action que vous faites, à chaque contrariété, à chaque frustration, vous videz la réserve. Et il faut que le soir, au moment où vous allez vous coucher, il reste une base d'énergie, le minimum du minimum. Pourquoi? Parce que si vous videz cette base-là, elle va être d'autant plus compliquée à récupérer. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, il n'y a aucun problème psychologique derrière. Il ne s'est rien de passé de particulier dans la journée et pour autant, on va commencer à ressentir de l'angoisse. Pourquoi? Ben parce qu'on a tout simplement vidé son énergie vitale. Et c'est pour ça qu'il existe une multitude d'outils de développement personnel qui vont vous aider à remonter. Comme par exemple la respiration, tout simplement. Alors, il y en a Alors, une qui est géniale de respiration. Si tu veux, on pourra la faire tout à l'heure. bien sûr, j'allais te dire que j'aime beaucoup la métaphore de la bouteille parce que l'eau, c'est vital. Et donc, tu es en train de nous dire, l'eau, ton énergie, c'est comme de l'eau, c'est vital. Donc, plus tu vides et moins tu en as pour passer la journée. Donc, je trouve ça sympa. Moi, je voulais donner un petit tip. Je sais pas si, alors, bien sûr, tu vas nous parler de la respiration. Au niveau concret, moi, j'aurais conseillé, tu vas me dire si c'est bien. D'ailleurs, on nous confirme que c'est bien imagé. Merci à toi, Ilana. De prendre un papier, une feuille, tout simplement, et d'écrire d'où, voilà, l'angoisse que tu ressens et essayer, comme tu nous l'as proposé, de l'identifier. Peut-être que l'écrire sur un papier, ça rend les choses concrètes et ça nous aide à avancer. Ça, c'est une Euh, super idée. En fait, si vous voulez, par rapport à la gestion des émotions, l'idée, c'est qu'on voudrait ne pas avoir de peur. On voudrait tout le temps être heureux, que tout se passe merveilleusement bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'intérieur de notre corps, il y a comme une petite boîte, c'est la corbeille à frustration. Et cette corbeille, tiens, en parlant de ça, Déborah, est-ce que tu peux nous dire, bon, juste comme ça entre nous, combien de temps tu pourrais rester sans te laver? Oui, oui, tu as bien compris la question. Est-ce que tu pourrais rester une journée, 2 journées? Vous savez, quand on était en confinement, bon, allez, on est entre nous là. On peut se le dire clairement. non, Quand mais on n'a entre pas nous, fait des choses de fou, est-ce que on ouais, est mais Alors attendez, parce que j'ai un coup de téléphone. Hop. ouais, j'allais te dire que quand on a des enfants petits, la tolérance au non-lavage, elle est, bon, on oublie, on va dire. Mais Bon, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que tu arrives dans un moment, mais c'est intéressant parce qu'en finalement, c'est un moment un peu d'annihilation. On s'oublie, parce qu'il y a les enfants ou pas. Mais dans tous les cas, quand on ne se lave pas, au bout d'un moment, on s'oublie en fait. oui. Donc, on est dans un état de mal-être. Alors, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que en réalité, on nous a appris, on a une injonction qui fait super bien profiter tout le système du savon, des crèmes de beauté, etc., mais qui sont très agréables, cela dit. Et en fait, qui nous dit qu'il faut qu'on se lave tous les jours. Mais dans la réalité, si on est resté chez soi, qu'on n'a pas fait trop d'efforts, etc., à la limite, on pourrait très bien rester peut-être 1 ou 2 journées sans se laver. D'ailleurs, il y a même des études qui ont montré que pour le pH de la peau, c'était pas forcément très bon. Alors, ce qui est juste incroyable, c'est que Déborah, quand est-ce que tu t'es lavé la dernière fois émotionnellement, c'est-à-dire à l'intérieur? Très intéressant. Ces derniers temps, j'essaie de faire plus souvent, mais c'est pas encore quelque chose d'hyper régulier. En fait,
on oublie ou on nous a pas appris qu'il fallait se laver à l'intérieur et que ce lavage émotionnel, il est encore plus important que le lavage extérieur. Alors, ce qui se passe, c'est que si on n'a pas fait ce lavage, et donc je vais vous expliquer en quoi ça consiste, ce fameux lavage, mais si on ne se lave pas émotionnellement, eh bien, à un moment donné, la corbeille, elle est trop remplie. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Quand elle est trop remplie, la corbeille, eh ben, elle déborde. Et c'est là où on va commencer à ressentir ces fameuses angoisses, cette fameuse anxiété. C'est mon histoire toujours de la fameuse bouteille. Super. Alors, il y a eu quelques questions. Sachez que je les note. C'est pour ça que j'ai mon petit calepin. Et on les posera, on les posera tout à l'heure. Excuse-moi, tu voulais continuer? Oui, alors je voulais vous dire par rapport à ça qu'il y avait deux formes de lavage. Il y a la ressource que j'appelle la ressource de libération, c'est-à-dire je remplis de frustration, je vide. Je remplis, je vide, je remplis, je vide. C'est toutes les activités dynamiques, comme du cardio, comme taper dans un coussin, comme crier, voilà. Toutes ces choses-là qui sont dynamiques, elles vont me permettre de libérer mes frustrations et donc de vider la corbeille. Ok. Et puis, vous avez aussi toutes les activités que j'appelle les ressources de transformation. Par exemple, je respire. La respiration, bah, je suis un petit peu tendue, excitée, nerveuse ou quoi. Je vais respirer, ça va me redonner de l'énergie et je vais me retrouver dans un autre état émotionnel. Ok. Ilana, on se met en condition. Tu nous fais respirer un petit peu? Alors, je vais vous proposer une technique qui s'appelle la 4-7-8. Vous retenez 4-7-8. C'est donc en 3 temps. Premier temps, j'inspire lentement par le nez en comptant 4. Je vous l'explique, je te l'explique et ensuite on le fait, d'accord? Donc, première étape, je respire par le nez en comptant 4. Deuxième étape, je bloque ma respiration, je gonfle mon ventre et je compte 7. Et enfin, troisième étape, je souffle comme dans un ballon en comptant 8. T'es prête? Ok. Alors, attends. Vas-y. Allez, respire. 1, 2, 3, 4. Gonfle ton ventre, bloque la respiration. Non, t'as soufflé. On recommence. En fait, je le fais parce que je peux pas le faire en même temps que toi. Je sais pas gonfler mon ventre. Tu sais, je fais du théâtre et elle nous a dit de gonfler le ventre par le ventre et je n'y arrive pas. Et en plus, vous savez que si vous réussissez à gonfler votre ventre, ça fait aussi un massage au niveau de l'estomac et des intestins et même au niveau du dos. C'est top. Donc, c'est pas grave. Ce que tu fais, c'est que même si tu n'arrives pas à bloquer le ventre, tu bloques ta respiration. On recommence. Tu es prête? Tu respires lentement par le nez. 1, 2, 3, 4. Bloque, gonfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le refait une fois. 1, 2, 3, 4. Bloque, gonfle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'adore la sensation quand tu souffles. Tu as l'impression vraiment d'évacuer, en fait. Et alors, ce qui est rigolo, figurez-vous, c'est que, en fait, on ne peut pas penser et compter. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, quand on est anxieux, on a une sorte de rumination, quelque chose qui fait qu'on est en boucle comme ça sur quelque chose. Alors, il y a plusieurs techniques pour ça. Je pourrais vous parler des mantras si vous voulez tout à l'heure, mais en l'occurrence, au niveau de la respiration, ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où je vais compter, même si je fais cette technique 2 ou 3 fois, et tout d'un coup, j'ai oublié ce à quoi je pensais avant. Et alors, comme j'ai oublié... Justement, on a des commentaires. C'est ouf, ça aide. Je l'ai fait. Merci à vous deux d'exister. Top, c'est top. Merci. Génial. Alors oui, excuse-moi, je veux juste te dire non parce que j'ai eu des questions aussi en amont et en fait la technique que tu viens de nous donner, elle vient répondre à une question. Par exemple, comment faire concrètement quand les angoisses nous prennent fort? On peut essayer ta technique du 4-7-8. Ouais. Voilà. Donc, la technique du 4-7-8, après, voilà, comme je vous ai expliqué, il faut déjà que vous arriviez à identifier est-ce qu'il y a une cause
réel, une grosse contrariété, une grosse frustration qui vient d'arriver, ou est-ce qu'il n'y a rien de particulier? Et donc, s'il n'y a rien de particulier, ça veut dire que vous avez vidé la bouteille et que la corbeille, elle est trop remplie. Donc, il faut que vous trouviez un moyen pour vider les frustrations. Si, en revanche, il y a un événement concret qui explique cela, alors, bah cela, ça va impliquer peut-être de travailler sur la communication, l'affirmation de soi, le fait d'être aligné. Là, on rentre dans quelque chose qui serait plus de l'ordre du coaching. Ouais, super. Super intéressant. Alors, il y a quelqu'un qui a dit que qu'elle avait souvent des angoisses, il ou elle avait souvent des angoisses le vendredi soir. Elle se demandait si c'était courant. Alors, si c'est, bah, tout dépend de ce qui va se passer le vendredi soir. Est-ce que c'est vendredi soir parce que c'est le moment où elle reçoit toute la famille et qu'elle doit cuisiner pour tout le monde? Ou est-ce que c'est le vendredi soir parce que c'est la fin de la semaine et qu'il va y avoir le week-end et que c'est peut-être un moment où la personne va se retrouver seule avec elle-même ou qu'il y a un vide? Vous savez, on peut retrouver ça le vendredi soir, mais on peut le retrouver aussi le dimanche soir. On a souvent ce fameux espèce de blues comme ça avant de la reprise du travail. Alors, bah, si c'est le cas, Ça veut dire qu'on n'aime pas son travail. oui, ça veut dire qu'en fait, alors pas forcément qu'on n'aime pas son travail, mais si vous voulez, quand c'est le week-end ou quand c'est les vacances, normalement, on est censé lâcher. On lâche. Donc, on oublie le temps, on oublie les contraintes. Et là, tout d'un coup, on va devoir à nouveau repartir dans les responsabilités, et dans certaines frustrations, puisqu'en réalité, depuis le matin où on se lève jusqu'au soir où on se couche, on va rencontrer une multitude de frustrations. Et du coup, on risque d'être en hypervigilance. Cette Tout à fait. hypervigilance, c'est-à-dire un surcontrôle. Et c'est ce surcontrôle où je vous dirais que c'est un petit peu comme, vous savez, comme une alarme d'une voiture qui est déréglée. L'anxiété généralisée, voilà, quand on a des angoisses comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, et que c'est en focus sur quelque chose, ça veut dire que au niveau du cerveau, l'amygdale, qui est le petit organe responsable des émotions dans le cerveau, eh bien, elle est déréglée et qu'il y a une hypervigilance. Alors, ça veut dire que bah, l'alarme de la voiture, elle se déclenche dès qu'il y a la moindre brise du vent. C'est-à-dire que dès que vous vivez la moindre chose, ça y est, ça redéclenche les angoisses. Camille nous dit, moi j'ai vécu un traumatisme et donc le jeudi matin je ne me sens mal, je ne veux plus aller au basket. Peut-être que ça s'est produit. Il y a quelque chose qui s'est peut-être produit dans la vie de Camille le jeudi matin. Du coup, comme pour le vendredi soir pour l'autre personne, le jeudi ça fait naître en elle, voilà, elle revit certainement ces choses-là. Comment elle pourrait faire, Camille? Alors là, on parle d'épisodes de stress post-traumatique. Et je tiens quand même à vous dire que c'est particulièrement embêtant de se traîner ça, parce que je dis vraiment, c'est un fardeau que vous vous traînez, alors qu'aujourd'hui, il y a des méthodes extraordinaires pour faire des désensibilisations de traumatisme. Et vraiment, que ce soit avec de l'hypnose, avec de la PNL, enfin, il existe une multitude de méthodes pour vous désensibiliser, parce qu'en fait, il est resté une charge affective liée à une situation. Et vous pouvez vous en débarrasser. Alors, on va pas pouvoir le faire maintenant, bien évidemment, mais sachez que vraiment, il y a des méthodes qui sont super pour ça et que c'est pas logique, c'est pas normal d'avoir tous les jeudis matins ou tous les vendredis cette angoisse. Elle n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de raison de vous faire souffrir comme ça. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des gens qui pensent peut-être que aller faire une thérapie, par exemple, ça va prendre beaucoup de temps. Mais toi, je pense, il me semble hein, que tu es adepte au contraire des thérapies brèves. C'est-à-dire que peut-être qu'en 2, 3 séances, ça peut s'atténuer. Alors, il faut vous dire que c'est parce que pourquoi je fais des thérapies brèves? Parce que déjà, à la base, j'ai une personnalité assez dynamique où je suis pas très patiente. Donc, je pourrais pas garder, voilà, si ça n'avance pas avec la personne, je pourrais pas la voir pendant des années et des années. Et moi-même, quand je fais un travail de thérapie pour moi-même, j'ai besoin de sentir un résultat assez rapidement. Donc, en règle générale, en thérapie brève, on parle entre 1 et 6 séances jusqu'à 8 par thème. Voilà. Mais déjà, je peux vous dire que si on faisait un travail, voilà, on peut compter que déjà en 4 ou 5 séances, on a déjà bien avancé.
Moi, j'ai la métaphore de quelqu'un qui se traînerait un gros sac à dos en fait en permanence sur le dos. Et du coup, c'est difficile d'avancer avec ça. Alors que si au fur et à mesure on vide son sac à dos avec un kilo, 2 kilos, 3 kilos, bah on se sent léger et on peut courir en fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment un pas qui est important dans sa vie. Oui, parce qu'en fait, le problème, si vous voulez, c'est que il est possible que l'angoisse que vous ressentiez ou une sensibilisation que vous avez particulière à quelque chose, par exemple, moi, j'aime pas trop les chats. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas que je les aime pas, c'est que quand je les touche, quand je les caresse, alors j'ai un chien, mais quand je caresse un chat, ça me fait un truc un peu bizarre. J'ai pas de phobie, mais au lieu que ça soit agréable, c'est ni agréable ni désagréable, mais c'est un petit peu bizarre. Et en fait, qu'est-ce que j'ai appris? C'est que ma mère, elle était phobique des chats. Donc, sans s'en rendre compte, elle m'a transmis quelque chose. Donc voilà, il faut savoir que on peut hériter d'un patrimoine à la fois génétique, mais aussi émotionnel de nos familles. Et Alors, ça, on n'est pas obligé, comme tu dis, de se transporter ce sac toute notre vie. très intéressant parce que j'allais justement, tu sais que moi je suis passionnée d'éducation, j'allais nous poser la question à toutes les deux, parce que moi j'ai aussi peut-être aussi une petite approche de réponse. Comment justement on va pas transmettre nos angoisses à notre enfant? Moi je sais que j'ai des mamans en coaching, elles sont très angoissées, elles ont peur qu'ils tombent, elles ont peur de tout. Elles-mêmes elles ressentent des angoisses. Comment on pourrait faire, Ilana, pour ne pas transmettre ça à nos enfants? Est-ce que c'est possible? Alors, malheureusement, c'est pas possible, en fait, de ne pas transmettre. On le transmet soit d'un point de vue génétique, comme je vous l'ai expliqué, mais on peut le transmettre aussi par le mimétisme, tout simplement parce que nous avons des neurones miroirs. Et que la manière d'apprendre, il y a que deux manières réellement d'apprendre. On apprend soit par l'imitation, soit par l'erreur. Donc, de fait, notre enfant, quand il vient au monde, il est vierge. On croirait il est vierge et qu'il lui a une page blanche, mais pas du tout. Il a déjà un héritage génétique. Et ensuite, très souvent, si je ne veux surtout pas reproduire quelque chose, c'est là que je vais le reproduire. Alors, je vais peut-être reproduire l'effet inverse, mais dans la racine, ça sera la même chose. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez de l'anxiété, il y a de fortes chances pour que vous le transmettez à votre enfant. Sauf que, comme il y a cette fameuse résilience, et qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si je mets en place quelque chose pendant 21 jours au niveau de la pensée, par exemple, eh bien, je peux aller jusqu'à modifier mon ADN. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je peux modifier mon ADN à partir du moment où je commence à changer mes habitudes de pensée ou de comportement. Donc, l'idée, c'est pas de ne jamais avoir peur, puisque la peur, en réalité, c'est une amie. Elle est là pour nous donner, je vous donne un exemple. C'est pas au moment où je suis en train de traverser la route tranquillement sur le passage piéton et que là il y a une voiture qui arrive à fond. C'est pas à ce moment-là que je vais me dire tiens qu'est-ce que je vais faire ce week-end ou tiens quelle est ma liste de courses. Bah non, en fait à ce moment-là je vais être prise d'une énorme peur et c'est cette super peur qui va me faire sécréter de l'adrénaline qui est l'hormone de l'action et qui va me faire courir vite et qui va me sauver. Donc ne vous dites pas qu'il faut plus que j'ai peur. Ne vous dites pas qu'il faut que vous soyez la meilleure des mamans ou des papas parce qu'en fait on fait de notre mieux. Et comment on va éviter de transmettre à nos enfants en leur disant tout simplement, t'inquiète pas, tu sais, là, moi, je ressens de la peur, mais cette peur, elle est normale, elle est là comme une amie, elle est là pour me protéger. Et toi aussi, tu as une peur copine qui est là pour toi. Donc, on va l'apprivoiser et comme on l'apprivoise, eh ben, on apprend à vivre avec. C'est intéressant parce que c'est vrai que souvent, en tant que parent, on veut tellement le bien pour notre enfant qu'on ne veut pas qu'il ressente des émotions négatives. On ne veut pas qu'il ait peur, on ne veut pas qu'il soit en colère, qu'il fasse des crises, etc. Je sais que moi souvent c'est comment faire mon enfant et fait des crises. Et alors je pense que déjà c'est parce qu'on se dit souvent qu'on est un mauvais parent. On se dit bah si mon enfant il fait des crises c'est qu'en fait je l'ai pas bien élevé. Donc c'est comme s'il était mal poli, il sait pas se tenir, etc. Donc je pense qu'il y a déjà ça qu'on se juge en se disant qu'on n'est pas un bon parent parce que notre enfant fait une crise. Et on ne comprend pas, mais comme tu disais tout à l'heure, on ne nous a pas transmis le rôle des émotions, c'est-à-dire de nous donner une information. Et du coup, quand ton enfant fait une crise, il te donne une information sur un mal-être, un malaise, peut-être qu'il ressent qu'il ne sait pas gérer. Et toi, comme tu parlais des neurones miroirs, eh bien, tu vas réagir
en miroir en te mettant à crier, à le gronder, en lui disant ça suffit, relève-toi, arrête de crier. Or, l'enfant n'est pas capable à ce moment-là et c'est pas si grave en fait qu'il ait une crise. Voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que les parents, nous sommes dans une forme d'esclavage affectif. C'est-à-dire que nous voulons en permanence que nos enfants aillent bien. Donc, on n'arrive pas à différencier la frustration et la souffrance. Or, c'est pas parce qu'un enfant, il n'est pas d'accord. En fait, imaginons que je dise à mon enfant, bon, bah, ce soir, tu vas manger des haricots verts. Et que lui, il n'aime pas les haricots verts. Est-ce que, malgré qu'il va quand même les manger, est-ce qu'il a le droit de me dire qu'il n'est pas content de les manger? Donc, bah, j'ai des parents qui vont me dire, bah non, en fait, à partir du moment où il va les manger, il n'y a pas de raison. En fait, ça sert à rien qu'il s'énerve puisqu'il faut qu'il les mange. Bah, en fait, on peut différencier le comportement de la réaction émotionnelle. Donc, ce que je vous dis, c'est, j'ai le droit de pas être contente, mais ça m'empêche pas que je vais quand même le faire. Voilà. Alors, nos enfants, ils ont le droit d'être en frustration. Et quand ils sont en frustration, bah, ça peut se manifester par je me roule par terre, je te dis non, je crie, etc. Mais n'oubliez pas, ils vont bien. Ils sont pas malheureux. Ils sont pas Et en puis souffrance. ils sont en train de se construire, hein, tout simplement. Ils sont dans un processus. Et la grande difficulté pour nous, en tant que parents, surtout si vous avez un tempérament sanguin, c'est de rester calme. Alors, c'est quoi la stratégie pour rester calme quand on n'en peut plus face à nos enfants qui sont en train de faire une crise de nerfs? Qu'est-ce que tu utilises, toi, comme procédé, Déborah? Ah bah moi d'abord je me calme, je souffle, je mets mes émotions à zéro et du coup je ne réagis pas avec l'affect. Exactement, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a trois cerveaux. On va dire, on a le néocortex là. Celui-ci, c'est le cerveau de l'analyse et de la réflexion. On a ici derrière le cerveau, le reptilien, qui est le cerveau du conditionnement et des réflexes. Et là devant, on a le cerveau limbique. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on est pris émotionnellement, on va couper les réseaux neuronaux et en fait, on peut plus faire appel à la réflexion. Et c'est dans ce petit endroit-là de la réflexion qu'il y a la créativité et donc les solutions. Donc, effectivement, il faut qu'on reste le plus calme possible pour justement pouvoir utiliser cette partie-là de notre cerveau qui va nous permettre de se dire, bon, là, il est en train de faire une crise, mais qu'est-ce que je peux utiliser comme ressource pour l'aider? Eh ben, par exemple, tel que j'imagine Déborah, elle va chanter, elle va danser, elle va trouver un petit moyen de, hop, leur faire changer l'attention par sa Euh, créativité. Audrey dit, d'ailleurs Audrey c'est ma sœur, hein, elle le dit quand l'enfant te pousse à bout. Je pense qu'elle veut dire qu'est-ce que tu fais? L'enfant te pousse à bout. C'est là, justement, où, en fait, on se rend compte qu'on est là pour éduquer nos enfants. Donc, si on veut les éduquer, parfois, on doit pouvoir les mettre en frustration et on doit pouvoir tenir certaines règles. Donc, il y a des règles qui sont non négociables et il y a des règles qui sont négociables. Le fait est qu'on leur propose trop souvent le choix en leur disant qu'est-ce que tu veux manger, comment tu veux t'habiller. Et en fait, en faisant ça, on se rend pas compte qu'on leur donne tellement de liberté qu'après, ils ont l'impression que, en fait, bah, tout est permis, que c'est eux qui décident des règles. Donc, un enfant qui te pousse à bout, il faut remettre les règles et redire le cadre. Voilà quel est le cadre, voilà ce que je t'autorise et voilà ce que je n'autorise pas. À partir du moment où vous êtes aligné avec ça et que vous êtes calme, eh ben, l'enfant, il peut gesticuler dans tous les sens. Il va essayer soit par le chantage affectif, soit par la colère. Il va essayer par tous les moyens de vous faire changer d'avis. Mais si vous êtes convaincu que bah, c'est pas bon pour lui de manger un paquet de bonbons, alors à ce moment-là, vous allez rester aligné. Par contre, bizarrement, quand c'est l'histoire des devoirs ou des douches, c'est plus difficile. Vous comprenez? C'est-à-dire que si votre enfant, il veut manger un paquet de bonbons, là, vous êtes tout à fait OK pour dire, bah non, c'est pas bon pour lui, et vous allez être aligné sur le fait que vous allez tenir pour ne pas lui laisser le manger. Alors que par contre, quand c'est l'histoire des devoirs ou des douches, très souvent, en fait, ou des repas, eh ben, on finit par lâcher prise parce qu'on veut pas de conflit. Alors qu'on ne doit pas lâcher. On ne doit pas lâcher. C'est ça notre rôle. Parce qu'en fait, les enfants, à partir du moment où ils commencent à devenir suffisamment autonomes pour pouvoir manger, se laver et s'habiller, en réalité, ils n'ont plus besoin de nous. Si on leur prépare à manger, si on leur met leurs vêtements à côté, en quoi on sert à quoi? Ben, on est là pour les éduquer, pour leur donner des valeurs. Alors c'est très intéressant. Je sais qu'en plus toi et moi on pourrait parler toute la nuit. Mais alors je voudrais te poser une dernière question. Après peut-être qu'on va conclure si tu es d'accord. J'ai trouvé ça aussi intéressant par rapport à l'actualité. Je peux me permettre
de donner une information sur le fait que tu interviens régulièrement sur BFM pour parler notamment des drames qui se passent en société. Et la personne nous pose une question justement sur l'actualité. Quel est le processus pour évacuer les nouvelles anxiogènes? Comment est-ce qu'on peut trouver une façon de les traiter de façon équilibrée quand on entend des drames comme il s'est passé récemment? Comment on fait? Bon, alors là, ça va dépendre déjà de votre culture, de votre éducation, de vos croyances, parce que si on a par exemple une croyance en Dieu, bah, on n'a pas la même manière de réagir que quand on n'a pas de croyance spirituelle. Donc voilà, la spiritualité, sachez que ça peut être un outil très important. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y a des drames, il n'y en a pas en réalité tant que ça. Il y en a qu'on considère beaucoup, mais dans la réalité, par rapport à la quantité de la population et de ce qui se passe chaque jour, finalement, la proportion est quand même très moindre. Il faut savoir aussi que l'actualité, elle est orientée de manière négative. C'est-à-dire que quand vous écoutez le journal, déjà rien que la musique, elle est anxiogène et c'est fait exprès pour créer une forme de tension comme ça et une certaine vigilance. Et ensuite, tout ce qu'on va vous proposer va être orienté de manière négative, alors que dans certains pays, ça sera plutôt orienté de manière positive. Alors, il y a quelque chose qui est très très important à savoir, c'est qu'à l'intérieur de notre cerveau, on a un système qui s'appelle le système activateur réticulé, SAR. Le SAR, le système activateur réticulé, c'est un filtre. C'est un filtre à l'intérieur de notre cerveau qui nous permet de nous montrer et de nous faire voir de manière plus régulière, un petit peu comme, vous savez, sur les réseaux. Toi qui es un peu plus spécialisé que moi là-dessus, si par exemple je vais sur une pub, bah après régulièrement elle me revient. Peut-être pas de la même société, mais en tout cas sur le même sujet. Et ben c'est exactement ce qui se passe dans notre cerveau. C'est-à-dire que, bah, tiens, comme par hasard, quand j'étais enceinte, c'est le moment où j'arrêtais pas de voir des femmes enceintes. Dès que j'ai changé de voiture, ah bah ça alors, je voyais ma nouvelle voiture, je la voyais partout. Et ben c'est ça, c'est notre fameux système activateur réticulé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que je pense, mon cerveau va faire en sorte de me le faire voir un peu partout. Et c'est pour ça que... Vas-y. Oui, vas-y. Bah, c'est pour ça que quelque part, faites attention parce que justement, les informations, elles sont en boucle. On les ressasse, on les ressasse, on les ressasse. Et donc du fait, eh bien, on ne fait que entretenir systématiquement quelque chose qui nous pollue et qui est négatif. Donc, Ce qui en nous gros, empêche de prendre du recul. Exactement, il faudrait couper un petit peu. La première chose qui m'a frappée quand tu disais il n'arrive pas tant de drames, c'est parce que quand on a le focus qui est tout le temps sur les mauvaises nouvelles, ben on a l'impression qu'il n'y a que ça. Donc il faut aussi, je pense, apprendre à se couper des mauvaises nouvelles, aller vers, comme tu disais, le positif pour que ton cerveau s'habitue en fait à être en mode positif, à voir les belles choses de la vie. Et d'ailleurs, souvent, quand on coupe notre téléphone, on voit, je vais pas dire que c'est toujours, on va pas diaboliser toujours les écrans, hein, mais c'est vrai que bah parfois on coupe un petit peu, on se raccroche à la réalité, à nos sensations, et tout à coup, on arrive à aussi aller de l'avant. Alors, j'ai une technique que j'utilise souvent en thérapie justement pour les gens qui sont anxieux et que je vais vous proposer là, même si on va pas pouvoir le faire de manière très détaillée, mais je vous explique quand même le principe. C'est ce qu'on appelle la mantra-thérapie. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, la mantra-thérapie. Alors, la mantra-thérapie, c'est une petite phrase. Certains appellent ça des phrases de guérison, mais je dirais des phrases qu'on va se répéter. Et puis, comme on le sait maintenant que à partir du moment où je pense à quelque chose et que je prends cette habitude pendant 21 jours, je vais commencer à modifier aussi les autoroutes neuronales. Alors, la mantra-thérapie, c'est par exemple penser à, tiens, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Qu'est-ce que j'aimerais ressentir? Qu'est-ce que j'aimerais partager? Alors, moi, je me suis dit, par exemple, moi, ce que je voudrais, c'est que je voudrais plus de joie dans ma vie. Parce qu'en fait, les gens disent tout le temps, ben, moi, j'aimerais être heureux, j'aimerais du bonheur, j'aimerais de la joie. Mais vous pensez franchement que la joie, elle va sonner à la porte de chez moi, à part dans le film Vice Versa. Moi, j'ai rarement vu la joie qui frappe à ma porte et qui dit « Coucou Ilana, j'arrive chez toi ». La joie, la sérénité, en fait, tous ces moments de bonheur, c'est moi qui les construis. C'est moi qui décide comment je vais
avoir de la joie dans ma vie. Par exemple, je me suis dit, tiens, je vais avoir un petit chien. Le petit chien, je pourrais l'emmener au cabinet avec moi. Quand je le regarde, il est mignon. Je me promène avec, etc. Voilà, je vais utiliser plein de méthodes différentes pour pouvoir me procurer à moi-même du bien-être. Donc, voilà, se demander, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Alors moi, je me suis dit, tiens, chaque jour, je vais semer et récolter des graines de joie. Donc voilà, je me dis ça, par exemple, comme phrase. Chaque jour, tiens, je peux me dire aussi, tiens, au niveau financier, combien je voudrais peut-être gagner d'argent ou je voudrais ne manquer de rien. Alors, je peux me dire aussi, tiens, chaque jour, je donne et je reçois ce dont j'ai besoin. Chaque jour, je cultive ma sérénité et ma joie de vivre, etc., etc. Voilà. Donc, évidemment, on ne va pas le construire maintenant, parce que ça, c'est quelque chose que je fais de manière individuelle et personnalisée, en fonction de la personnalité de chacun. Mais voilà, pensez et demandez-vous comme ça, qu'est-ce que j'aimerais vivre, qu'est-ce que j'aimerais ressentir, qu'est-ce que j'aimerais partager. Alors, si vous avez comme ça 3-4 phrases de choses que vous aimeriez... alors, bien sûr, des choses qui sont réalistes, hein, comme, voilà, je voudrais... j'ai envie de me sentir sereine, j'ai envie de me sentir calme, j'ai envie d'avoir des relations harmonieuses, etc., etc. Alors, en me disant ça tous les matins, juste une fois en respirant, en pensant à ces 3 ou 4 petites phrases, eh bien, figurez-vous que vous allez commencer à programmer votre cerveau. Vous programmez votre inconscient pour qu'il voit ça toute la journée dans votre quotidien. Je voulais juste encourager les personnes qui nous regardent à écrire leurs petites phrases quand on va quitter le direct. Écrivez vos petites phrases, votre mantra thérapie, et puis comme ça, vous la répétez, puis ça va vous aider à aller vers les objectifs qui vous tiennent à cœur finalement. Ilana, c'est super intéressant. Tu sais qu'on pourrait passer la nuit à discuter sur ça, mais j'espère qu'on en fera d'autres parce que c'est vraiment intéressant. Je pense que avec ça a grand plu à plaisir. Comment est-ce qu'on peut, est-ce que où est-ce que on peut venir te voir, pardon, pour te consulter. Est-ce que voilà, qu'est-ce que tu peux proposer éventuellement? Est-ce que tu travailles aussi en ligne ou pas? Donne-nous des infos. Justement, j'ai réfléchi ces derniers temps à mettre en place un système qui s'appelle un atelier en fait que j'ai créé et que j'ai animé durant les vacances, qui s'appelle la connaissance de soi. Donc, je fais un atelier comme ça qu'on peut faire en individuel sur 5 séances où je vais apprendre aux gens à se connaître. Et à partir du moment où les gens vont se connaître, grâce à l'hypnose, la PNL, la gestion des émotions, l'énéagramme et l'EFT, voilà, c'est vraiment un outil pour chaque séance. Eh ben, on n'est pas vraiment dans la thérapie, vous voyez, et on n'est pas vraiment non plus dans le coaching. On est dans un système qui permet d'apprendre à savoir qui je suis, comment je fonctionne quand je suis heureuse, comment je fonctionne quand je suis sous stress et comment les autres fonctionnent. Ce qui me permet d'être beaucoup plus autonome ensuite. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, ça peut se faire en individuel, en live, enfin, c'est-à-dire en présentiel, ou alors en vidéo. Et puis sinon, voilà, vous me retrouvez à Charenton dans mon cabinet. Donc, pour te contacter, on t'envoie un message privé sur Instagram ou est-ce qu'on va sur ton site internet? Alors, vous m'envoyez, oui, plutôt sur mon site internet, sur Instagram, sur Facebook, sur tous les réseaux, en fait, hein, vous pouvez me trouver. Il n'y a pas de problème. Ou alors, vous tapez Ilana Charenton et puis vous aurez aussi mes coordonnées. Merci, en tout cas, Débo, parce que c'est toujours pour moi, c'est un cadeau merveilleux que tu nous donnes, cette opportunité de pouvoir comme ça offrir aux gens notre petite recette. Et puis, c'est toujours un moment agréable partagé avec toi, bien évidemment. C'est tellement bien de pouvoir vivre en sérénité avec soi-même, avec les enfants aussi. Pour ma part, moi,